Ja, heel veel dank Bram en ook aan Julie. Merci Bram et Julie pour toutes ces analyses. On m'a demandé d'élargir la réflexion sur l'utilisation des données administratives. Donc ici, nous avons vu quelques potentiels avantages des données administratives parce qu'on peut avoir plus de données. Et le grand potentiel est surtout que nous pouvons faire des analyses longitudinales. Donc, on peut suivre les personnes au fil du temps. Et ça a été le départ de notre analyse, mais on peut le faire sur plusieurs années. Donc, on ne peut pas uniquement cartographier l'impact à courte durée d'un choc économique ou des mesures, mais on peut également regarder à long terme ce que cela fait. Bien sûr, si les revenus sont stabilisés et qu'il y a un choc économique, on pense bien sûr que cela aura un impact de longue durée sur les revenus, et ce type de données nous permettent nettement de faire cet exercice. Mais en même temps, il y a aussi des inconvénients aux données administratives, parce que bien sûr, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Un inconvénient très clair est que les concepts que nous devons utiliser, et on l'a clairement vu dans les présentations, ce sont des concepts administratifs. Ce sont des concepts qui sont nécessaires pour bien faire fonctionner les administrations, mais il n'y a pas toujours une pertinence sociale, par exemple. Parce que la composition réelle d'une famille ne correspond pas toujours aux données administratives, ou parfois on doit se baser sur les revenus fiscaux, mais bien sûr les revenus fiscaux ne disent pas toujours quelque chose sur le niveau de vie des personnes. Donc on aura toujours besoin de données supplémentaires, de données d'enquête, de préférence de la meilleure qualité possible et de préférence aussi de données représentatives. Mais un grand inconvénient chez nous est bien sûr le timing de ces données. Et on l'a déjà abordé à plusieurs reprises, Sten l'a également souligné. Et c'est un problème auquel on devrait réfléchir davantage. Et on devrait en fait se baser sur les succès, entre autres du groupe de travail SIC. Günther l'a déjà dit, pour la première fois, on a vraiment réussi à utiliser des données administratives, faire des liens avec les données des secrétariats sociaux, par exemple. Donc, toutes ces données ont été utiles. Mais purement d'un point de vue de l'évaluation, même ça était insuffisant. Une question simple, comme par exemple, et qui tombe à travers des mailles du filet de sécurité, eh bien, on a maintenant cette sécurité sociale, on avait ces mesures, mais bon, la question de savoir qui n'était pas couvert par cette sécurité sociale, qui disparaît de ces données, par exemple, qui n'est pas vu par le CPS, qui n'est pas suivi par le CPS, des personnes qui ne travaillent plus mais qui travaillaient avant. Donc ça sont des données pertinentes et ce n'est que 2 ans d'après que nous pouvons commencer à répondre à cette question et nous ne pouvons pas encore y répondre parce que nous avons besoin de plus d'analyse. Et ça devrait nous faire réfléchir à la façon dont on pourrait accéder encore plus rapidement à ces données. Et nous devons nous baser sur les succès. Je pense qu'il ne faut pas... Je pense vraiment qu'il faut essayer de se baser sur ces succès. Et nous devons donc évoluer vers une culture des données. Et au début de sa présentation, Anne a déjà dit qu'on n'a pas vraiment cette culture evidence-based en Belgique et on n'a pas vraiment eu cette culture des données. Dans notre façon de faire, de mettre en œuvre des politiques. Je pense qu'on doit vraiment réfléchir comment on peut construire toutes ces données, toutes ces bases de données pour pouvoir les combiner lorsqu'on en a besoin. Mais on a besoin de structures, de données standardisées, on a besoin de données méta, des données qui sont bien documentées. Et bien sûr, les données sont toujours le travail de personnes parce que parfois on peut avoir plein de bonnes volontés, mais ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui est repris dans ces datasets, par exemple,
ou d'où viennent ces cellules vides. Et puis tout le monde était sous pression et les personnes doivent en effet essayer de résoudre ces problèmes en dehors de leurs heures. Et c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a un manque de culture de données. On devrait évoluer vers un recueil de données plus systématique pour pouvoir réagir plus rapidement et pouvoir évaluer plus rapidement si les mesures font ce qu'elles devraient faire. Et maintenant, nous avons ces résultats et cela durera encore quelques mois avant d'avoir les résultats définitifs, mais en fait, c'est déjà trop tard. On devrait pouvoir y arriver plus vite. Et donc, je rejoins l'appel qui a été lancé au début de ce séminaire. On devrait investir davantage dans la qualité des données, la capacité de données. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire après ces heures de travail. Cela devrait faire partie de la tâche clé de ce que les administrations font et peuvent faire. Et cela mènera à des meilleures mesures politiques. Merci. Dankjewel Wim en Merci Wim et Bram. A lot of food for thought, comme on dit en Angleterre, et c'est pour cela que nous avions prévu une courte session pour que vous puissiez poser vos questions, pour que nous puissions mener un débat. Donc c'est vraiment le but d'avoir une session interactive. Et pour vous stimuler, nous avons demandé à certaines personnes de parler brièvement, 1 minute, allez, un peu plus qu'1 minute, on a un peu plus de temps, en effet, on a de l'avance sur le programme. Et donc, la première personne à qui je cède la parole, c'est M. Geert Porter, le président du comité de direction de l'SPF Emploi et membre de ECOSOC, le mandataire direct de GTSIC. Vous avez la parole. Merci. Alors, brièvement, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a interpellé, ce que je retiens, c'est que ECOSOC devrait devenir une structure permanente. On a également demandé des moyens supplémentaires, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et je pense que les fonctionnaires dans ECOSOC devraient peut-être regarder dans leur propre budget si ce n'est pas possible de trouver une solution pour le financement de ECOSOC. Et deuxièmement, ECOSOC a été créé pendant la crise sanitaire très tôt grâce aux collaborateurs de différentes administrations publiques et je souhaite d'ailleurs les remercier parce qu'elles ont littéralement dû faire cela entre la poire et le fromage, comme on dit, et ces personnes ont bien travaillé dans la seconde ligne. Dans la première ligne, c'était les prestataires de soins, mais donc ces personnes de la seconde ligne ont également travaillé dur et ont également noué des liens d'amitié, pas uniquement des liens professionnels, et je pense que ça c'est une des caractéristiques des crises. Les crises créent des opportunités et je pense que ces liens, ce réseau doit être préservé parce que ce sera important pour des futures crises. Donc cette collaboration et cette confiance au sein de ECOSOC est très importante. Ce que je retiens aussi, c'est le succès de la mesure du chômage temporaire. Notre SPF était donc responsable de la rédaction des arrêtés royaux et ministériels et cela a permis à de nombreuses personnes de bénéficier de cette mesure. Et puis dernièrement, l'accès aux données. C'est également une source de frustration pour moi. Cet accès aux données est compliqué. Et nous avons d'une part, bien sûr, aussi l'RGPD qui est parfois abusé pour ne pas devoir partager certaines données. Et donc, je pense que nous devons mener ces débats au sein du collège des présidents avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale pour, en effet, mettre à disposition cette base de données de manière anonymisée, bien sûr, parce qu'actuellement, cette procédure est très complexe. Jusque-là, mes principaux constats. Dankjewel.
Nu geef ik terug het woord aan professor Yves Marx. Je cède de nouveau la parole au professeur Yves Marx pour donner quelques mots-clés. Merci beaucoup, Koen. Je n'ai pas beaucoup d'informations complémentaires. Si on fait une brève rétrospective, pour la crise sociale, le choc a été immense, mais les réactions ont été impressionnantes. Si on analyse les actions et les discussions, mais aussi la force de mobilisation de tous les fonctionnaires, des scientifiques, tout le monde a pris des actions. Donc, il n'y a pas eu de tsunami, d'inégalité et de pauvreté, bien au contraire. C'est parce qu'on s'est vraiment mobilisé. On a fait beaucoup de dépenses. On en connaît les répercussions aujourd'hui. On se trouve dans une période de difficultés financières. On a peut-être surcompensé. En conséquence, on devra être plus efficace à l'avenir, et je pense que c'est tout à fait possible. Tout a été dit. Donc, je vais réitérer les propos d'aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de données administratives, eh bien, les transmissions doivent être plus rapides, les combinaisons doivent être faites. Oui, mais l'a déjà dit. Moi, j'étais dans le train avec Chris Brest, qui fait un travail fantastique. Mais à ce niveau-là, on doit élargir la capacité. C'est tout à fait essentiel parce que nos modèles sont représentatifs des données dont on dispose. Si les modèles doivent être bons, alors ils doivent être basés sur de meilleures données, des données qui sont disponibles rapidement. Et je vais aussi insister sur notre propre responsabilité. J'ai déjà évoqué les panels qui existent à l'étranger en temps réel. Nous, en tant que scientifiques, nous avons une responsabilité à assumer. Il y a une initiative qui existe dorénavant, mais là aussi, on doit avouer que ça ne va pas assez vite. On a rassemblé toutes les forces, mais on peut encore accélérer les choses. Pour ces messages clés. Vous pouvez utiliser le micro dans votre chaise, si ça vous conviendra mieux. Ok, merci beaucoup. Mais effectivement, peut-être trois points de réflexion sous un angle plus vu de la Commission et vu au point de vue européen. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que ça confirme l'impression que l'expérience que vous avez eue avec EcoSoc fait très certainement partie des bonnes pratiques qu'on peut observer au niveau européen sur le suivi de la crise. Et je retiendrai en particulier ce que vous disiez, c'était une approche transversale, interservice, interministérielle, qui lie les différents éléments d'information qui sont disponibles. Je pense que ça, c'est tout à fait clair de ce qu'on voit, et aussi une source d'inspiration probablement pour d'autres. Deuxième point,
je pense qu'on voit de manière générale en Europe que les mesures qui ont été prises pendant la crise ont eu un effet massif de stabilisation des revenus des ménages et un effet massif de stabilisation du choc qu'on pouvait craindre un impact nettement moins favorable sur les inégalités et la pauvreté. Troisième point, peut-être juste pour mentionner qu'effectivement, il y a quelques jours de cela, la Commission a publié une communication sur les analyses d'impact redistributives. Et l'objectif principal de cette communication, c'est de soutenir les bonnes pratiques dans la construction d'analyses d'impact des différentes mesures qui sont développées dans les différents États membres. On l'a vu pendant le Covid, mais on le voit également actuellement. Et un des éléments que vous mentionniez, c'est bien sûr l'utilisation des données. Et à cet égard, je pense que les différentes bonnes pratiques qu'on peut observer s'attachent à lier autant que possible les différentes sources qui sont disponibles, que ce soit à la fois des sources de données d'enquête ou des données administratives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dank u wel aan alle sprekers trouwens. Maar ja, nu is er tijd om. Merci à tous les orateurs. Le moment est venu de poser des questions, d'avoir une discussion, des échanges. Avez-vous des questions? Peter Samen, vous pouvez utiliser vos micros. Hein. Donc oui, je voulais partager une réflexion concernant ce que je viens d'écouter. Et j'ai entendu la demande donc d'utiliser l'accès aux données, la mise à disposition des données. Donc il faudrait travailler davantage sur cet aspect-là et professionnaliser à ce niveau-là. J'ai aussi évoqué ou entendu des demandes concernant la stratégie des données. Et je pense que Koen a déjà des idées intéressantes à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut se mettre autour de la table pour voir si c'est la vision pour répondre à votre demande de la part du monde académique. Aussi, au sein du SPF Sécurité sociale, on doit voir parmi les moyens existants, dans quelle mesure ils peuvent soutenir la demande. Donc, dans quelle mesure on peut, avec nos partenaires du SPP Intégration sociale, on peut donc réaliser les demandes. Donc, il faudrait se réunir pour en parler. Merci, Peter. Y a-t-il des réactions, des questions? Si, quand même. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je suis Henk van Ottegem, coordinateur du point de contact, donc lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai 3 messages. Donc d'abord, je voudrais vous remercier. Ensuite, j'ai une remarque, une recommandation et ensuite un appel. Donc, tout d'abord, merci à toutes les administrations qui ont fourni un travail immense. Et je remercie aussi les scientifiques ici présents. Je remercie Covivat. Et en deuxième instance, une recommandation. Aujourd'hui, nous avons évoqué les chiffres. C'est très important. Mais je pense qu'il est aussi important de signaler les messages du terrain. Lors de la crise Covid, on a eu le Task Force Groupe Vulnérable. Donc, c'était un groupe qui avait été créé par les services publics. Il y avait aussi donc un point de contact
de la plateforme de la lutte contre la pauvreté. Donc, nous avons pu réaliser des actions, aussi au niveau de l'élargissement du groupe cible pour le tarif de l'énergie. Là aussi, on a un appel qu'on voudrait lancer. Donc, il faudrait chercher une synergie plus structurelle entre ce qui est demandé sur le terrain et ce qui est réalisé et calculé par les institutions. Aujourd'hui, on a déjà parlé de l'étude Wilmot. On peut faire référence à cette étude. C'était vraiment une étude très importante, très intéressante du SPF Sécurité sociale. Mais nous aussi, en tant que réseau, on a pu effectuer une étude des parties prenantes. Et donc, nous avons pu collaborer à cette étude. Vous avez aussi fait référence à la difficulté d'avoir une idée sur les statuts atypiques. Et je pense qu'on peut améliorer cet aspect-là. Et troisièmement, un appel. Donc, on a déjà entendu l'appel et la nécessité d'avoir une culture de données, mais je voudrais aussi signaler donc l'importance de l'analyse du recours et du non-recours. Donc, la Belgique est une société multiculturelle et il faudrait faire référence à l'un des exercices que nous avons fait au niveau du RIPAS Hello Belgium. C'était une carte qui avait été demandée par 3,5 millions de personnes et nous avons pu faire une analyse au niveau du profil des demandeurs de ce RIPAS pour avoir une idée du recours à cette mesure. Et il faudrait réaliser cette étude plus souvent en Belgique pour connaître l'impact des mesures gouvernementales parce que ça indique l'effectivité et l'efficacité de la politique. Merci. Y a-t-il encore des questions, des commentaires? Oui, au fond de la salle, vous avez la parole. Le micro ne fonctionne pas. Oui, non, on ne vous entend pas. Voilà, oui, on vous entend. Patrick Lucie, je travaille chez Stade Bell. Ce n'est pas très différent de ce qui a déjà été dit, mais je voudrais vous remercier pour l'initiative et la collaboration avec le groupe ces 2 dernières années. Et je tiens à vous dire qu'il est important d'avoir ce genre d'initiative. Lors d'une crise, on est débordé de demandes et il est important d'apporter une structure dans toutes ces demandes et d'avoir une collaboration structurelle. Et concernant cette culture de données, je confirme ce qui a été dit, mais ça ne peut pas rester lettre morte. Donc, ça fait des années qu'on parle de ça. Donc, la culture des données est très importante, mais n'oublions pas les autres nécessités. Et aussi la responsabilité du monde académique dont on a déjà parlé. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent utiliser les données, donc les personnes qui effectuent des doctorats, mais il est très important que les personnes apprennent à gérer les données et qu'elles apprennent comment on collecte les données afin de pouvoir mieux les gérer. Merci beaucoup. Peut-être encore une dernière question? Je suis Hildegard van Hove de l'Institut de l'égalité des hommes et des femmes et
Quand on a étudié l'écart salarial en 2020, on a vu que l'évolution qu'on voyait déjà avant le Covid. Bon, il y a une catégorie de femmes vulnérables qui est à la traîne. Ces salaires augmentent moins vite que les autres. Donc on a une catégorie de femmes. Bon, brièvement, on a un écart au niveau des femmes. Et ce groupe n'était pas au travail pendant le Covid. Donc c'est un écart qui augmente parce qu'il y a un groupe de femmes qui n'est pas au travail. Et ce que nous essayons de faire, c'est de faire une recherche qualitative. Donc on veut écouter l'histoire de ces personnes pour connaître leur vécu, savoir comment elles survivent à la crise énergétique, alors que normalement on utilise des chiffres. Maintenant on va écouter ces personnes pour connaître l'histoire derrière les chiffres. Petite réaction? Non, c'est une bonne idée. Une bonne réaction. Je cède la parole à Monsieur le ministre, donc Frank van den Broeke, donc le ministre des Affaires sociales et de la santé publique, qui a joué un rôle clé pendant cette crise. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole.